Bonjour et bienvenue dans la suite de notre série sur la philosophie bouddhiste. Voilà, avec un gros morceau aujourd'hui. On va essayer de poursuivre ce qu'on avait fait précédemment, cette distinction fondamentale entre les impermanents et les permanents, entre les vérités ultimes et les vérités conventionnelles. Et aujourd'hui, ce sera aussi les phénomènes spécifiquement caractérisés et les généralement caractérisés. Donc, on va être dans ce second épisode des briques constitutives de l'univers, avec cet épisode 2. Voilà, on se croirait presque dans les gardiens de la galaxie. On va essayer de zoomer encore et encore jusqu'à cette splendide planète, avec ce village qu'on avait vu précédemment et ce mur qui schématiquement représente ces deux niveaux de réalité. On a d'abord les vérités conventionnelles qui ressemblent au mortier, en fait, hein, qui a un statut secondaire, qui n'est pas un statut totalement inexistant, hein, puisque le mortier existe, on en a besoin, etc. Mais quand on parle d'un mur de pierre ou un mur de briques, ce sont les pierres ou les briques qui sont les plus importantes. Donc, ce sont les vérités ultimes, c'est du dur, du solide, du concret, c'est du fiable. Donc c'est pourquoi ce sont les vérités ultimes. Donc, on va en reparler aujourd'hui. Donc, le premier point de vue, c'est celui des Vaibhashika, des Sautrantika qui suivent les Écritures. On se fonde fondamentalement sur les traités d'Acharya Vasubandhu, donc l'Abhidharma Kosha, le trésor de la phénoménologie pour l'école Vaibhashika, et son auto-commentaire, l'Abhidharma Kosha Bhashyam, qui représente le Sautrantika qui suit les Écritures. Donc cette distinction de deux types de Sautrantika a été opérée par l'école Gelugpa du bouddhisme tibétain sur la base justement de ces traités indiens de Acharya Vasubandhu et Acharya Dharmakirti pour le Sautrantika qui suit le raisonnement. Donc on va voir tout ça. Ok, donc les Vaibhashika, principalement, en fait, ils vont plus loin que de simples briques, ils vont aller jusqu'aux particules indivisibles. Donc ici, c'est la représentation d'un atome, du noyau d'un atome, avec les électrons autour, etc. Donc ça, c'est une représentation plutôt scientifique, occidentale. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on entend par particules insécables du point de vue bouddhiste. Les particules insécables sont en fait des constituants fondamentaux de la matière et eux-mêmes sont constitués de 8 particules indivisibles de terre, d'eau, de feu, etc. Donc la solidité, la cohésion, etc. Et ça peut être plus, bien sûr, mais en termes de dimension spatiale, de dimension matérielle, elles sont indivisibles, elles sont considérées comme indivisibles. Donc ça fait partie des vérités ultimes, il y a aussi les instants infinitésimaux de conscience et aussi les phénomènes permanents, qui sont des vérités ultimes. Donc c'est là où on peut voir que du point de vue Vaibhashika et des Sautrantika qui suivent les Écritures, qui ont des points de vue assez similaires, il n'y a pas de corrélation infaillible entre vérité ultime et impermanent. Et de l'autre côté, vérité conventionnelle et permanent. Il n'y a pas cette corrélation infaillible. Par contre, pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, il y a une corrélation infaillible. Il n'y a pas nécessairement besoin de s'arrêter à des particules indivisibles, mais on peut prendre des objets un petit peu plus généraux, des objets un petit peu plus grossiers en termes de euh, euh, dimension spatiale, mais aussi en termes de dimension temporelle. Les continuums aussi peuvent être considérés comme des vérités ultimes. Donc on va voir ça. Donc Acharya Dharmakirti dit Shejani Chirtsamani, puisqu'il y a deux types d'objets de compréhension, il y a deux types de cognitions valides. Donc les cognitions valides, on les verra plus en détail dans la playlist sur la psychologie bouddhiste, mais fondamentalement, les perceptions directes peuvent être des cognitions valides et certaines cognitions conceptuelles peuvent être des cognitions valides, les cognitions inférentielles. Donc ici, fondamentalement, on a ces deux mondes, ces deux univers, des impermanents et des permanents, qui sont respectivement les objets apparents des perceptions directes et les objets apparents des consciences conceptuelles. Et donc, Acharya Dharmakirti continue, il dit Dunjenu Dominuchir. C'est exactement ça, parce que certains sont capables d'opérer une fonction et les autres non.
Donc ceux qui sont capables d'opérer une fonction, ce sont justement ceux qui vont nous intéresser maintenant. Capable d'opérer une fonction, c'est la définition de choses. Bhava ou Vastu en sanskrit ou Ngepo en tibétain, c'est nécessairement impermanent, c'est produit, c'est une cause, c'est un effet, etc. C'est une chose produite ou chose efficiente. C'est le définiendum de capable d'opérer une fonction. On avait vu aussi dans une vidéo précédente qu'il y avait au moins 2 niveaux de lecture par rapport à existence substantielle. Et donc ça, c'est le premier niveau, le niveau fondamental, ça veut dire impermanent. Et donc cette colonne de gauche, on a tous les équivalents, quelques équivalents de choses, etc. Il y en a d'autres. Et on a leurs contradictoires. Donc l'opposé de capable d'opérer une fonction, c'est phénomène, qui est dénué ou vide de la capacité d'opérer une fonction. L'opposé de chose, c'est phénomène, qui est une non-chose. L'opposé d'existant substantiel, c'est existant imputé. Et l'opposé d'impermanent, c'est permanent. Donc ici, vous pouvez voir que pour les cases supérieures, dans la colonne de droite, on a besoin de rajouter phénomène. Parce qu'en débat, si on réfute simplement capable d'opérer une fonction, par exemple, ça englobe trop de choses. Ça peut englober les non-existants. Par exemple, une corne de lapin. Une corne de lapin, est-ce qu'elle est capable d'opérer une fonction ou non? Non, elle n'existe pas. Donc, elle n'a aucune capacité. Et donc, si on réfute tout simplement capable d'opérer une fonction, à ce moment-là, ça englobe, c'est trop inclusif. Ça englobe aussi les non-existants. C'est pourquoi on doit rajouter phénomène, qui est vide de la capacité d'opérer une fonction. Et donc, c'est valable aussi pour la négation de choses. Si on disait tout simplement non-chose, une corne de lapin n'est pas une chose, et donc c'est une non-chose. Donc, c'est pourquoi on doit rajouter phénomène pour exclure les non-existants. Et là, c'est pareil pour existant imputé. Mais pour permanent, en fait, c'est implicite, c'est dans la définition de permanent. Par exemple, Yongzin Podrochok donne la définition une base commune entre phénomène et non instantané. Donc, c'est implicite. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement besoin de dire phénomène permanent, c'est déjà inclus dans la définition. On peut le dire, mais c'est presque redondant. Donc, ce qu'il faut garder ici, c'est cette dichotomie fondamentale entre impermanent et permanent. C'est une contradiction qui englobe tous les phénomènes. C'est ça une dichotomie ou une opposition. C'est une contradiction qui implique tous les phénomènes. Ça veut dire que si ça existe, ça doit entrer dans l'un ou l'autre des 2 tiroirs. On ne peut pas mettre une chaussette dans 2 tiroirs en même temps, au même moment. Ce n'est pas possible. Donc, si ça existe, c'est soit impermanent, soit permanent. Très bien. Et donc, Acharya Dharmakirti continue, il dit Dundan de jenu paran, de dir dundan yopa yin, shenikuzo yopate. Donc, il dit ce qui est ultimement capable d'opérer une fonction est ici, ultimement existant. Ici, dans ce contexte, Sotrantika qui suit le raisonnement, parce qu'en fait, Acharya Dharmakirti a une analyse ascendante des phénomènes. Ça veut dire que par la suite, il va donner dans ses traités des points de vue plus chittamatra, de l'esprit seul. Donc, on considère que le point de vue qu'il évoque ici n'est pas son point de vue final ou définitif. Donc ici, du point de vue Sautrantika qui suit le raisonnement, donc cette sous-école du Sautrantika qui a été formalisée par les Gelugpa dans la tradition tibétaine sur la base justement des traités d'Acharya Dharmakirti. Les points de vue qu'il évoque ici ne relèvent pas des autres écoles philosophiques et ne correspondent pas au Sautrantika tel que Acharya Vasubandhu décrit cette école dans son Abhidharma Koshabhashyam. Donc c'est pourquoi on a cette école philosophique qui est très très importante pour la suite, pour la compréhension de la voie médiane, le Madhyamaka. Très bien, donc ici, ce qui est ultimement capable d'opérer une fonction est ici ultimement existant. Le reste, donc ce qui existe et qui n'a pas la capacité d'opérer ultimement une fonction,
ça existe conventionnellement. Donc il va y avoir ici une corrélation entre exister ultimement et être une vérité ultime, et exister conventionnellement et être une vérité conventionnelle. Donc ici, pourquoi est-ce que c'est une vérité ultime, un phénomène impermanent? Parce que ça a la capacité de engendrer un effet. Ça a la capacité d'opérer une fonction. Par exemple, cette mangue, elle a la capacité d'engendrer la mangue de l'instant d'après. Elle a la capacité de engendrer un aspect à la conscience, et pas n'importe quelle conscience. Ici, on va parler d'une perception directe. Une perception directe est une conscience ultime. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cette distorsion fondamentale euh, des consciences erronées. Elle n'a pas la distorsion fondamentale, l'obstacle fondamental des consciences conceptuelles. Les consciences conceptuelles ont une représentation mentale qui fait obstacle entre l'objet et la conscience. Donc cette perception directe, c'est une conscience ultime, et donc son objet apparent est une vérité ultime. Très bien. Donc ici, si on reprend cette distinction fondamentale entre impermanent et permanent, on va voir qu'il y a d'autres équivalents. On a vu chose, ultimement capable d'opérer une fonction, c'est la définition d'une vérité ultime. Donc c'est la définition d'une vérité ultime. On avait vu que capable d'opérer une fonction, c'est la définition de chose, et ultimement capable d'opérer une fonction, c'est la définition d'une vérité ultime. Donc les deux sont corrélés ici, de ce point de vue-là. Chose, impermanent, ou chose et vérité ultime, tout ça c'est corrélé. Et de l'autre côté, sur le ring, on a permanent, phénomène qui est une non-chose, comme on vient de le voir, ça c'est contradictoire avec chose, et aussi on a incapable d'opérer ultimement une fonction, voilà, phénomène incapable d'opérer ultimement une fonction. Donc c'est la définition d'une vérité conventionnelle, d'un donc ici, on a besoin aussi de rajouter phénomène. D'ailleurs, ça l'est en tibétain, c'est che. Par contre, dans la vérité ultime, la définition de la vérité ultime, littéralement, c'est phénomène ultimement capable d'opérer une fonction, mais on peut se passer de phénomène, puisque si ça change, si c'est impermanent, si ça produit quelque chose, ça existe nécessairement. Très bien, donc on a cette contradiction fondamentale entre d'un côté ce qui change d'instant en instant, ce qui a la capacité d'opérer une fonction, et même la capacité d'opérer ultimement une fonction, et de l'autre côté, un phénomène incapable d'opérer ultimement une fonction, un phénomène permanent, une vérité conventionnelle. Vous pouvez voir dans certaines traductions anglaises ou françaises la définition d'une vérité conventionnelle comme étant un phénomène ultimement incapable d'opérer une fonction. Mais ça ne fait pas vraiment sens, alors qu'ici, en tibétain, Dundampar, l'adverbe ultimement, qualifie plutôt Dunje, opérer une fonction. Voilà, donc c'est pourquoi ça doit s'appliquer ultimement, doit s'appliquer à opérer une fonction, d'opérer ultimement une fonction, et non pas un phénomène ultimement incapable d'opérer une fonction. Donc c'est juste un aparté, mais normalement on devrait s'appuyer plus sur le tibétain et voir que ce phénomène ne peut pas engendrer un aspect à la conscience directe. Donc c'est ça principalement ce qu'on entend par vérité conventionnelle. Ok, super. Donc maintenant qu'on a vu ça, donc, Acharya Dhammakirti continue. Il dit Dundam dojenu pagan, dedir dundam yopayin, shanikuzo yopate. Donc il dit ce qui est ultimement capable d'opérer une fonction est ici ultimement existant. Le reste est conventionnellement existant. Donc c'est ce qu'on a vu. Et il rajoute Dedaranchi Senishe. Ces deux types d'existants ou ces deux types de phénomènes sont déclarés, toujours ici, dans ce contexte-là, comme étant spécifiquement et généralement caractérisés. Donc c'est là où on entre dans le gros du sujet. Donc on a d'abord capable d'opérer une fonction,
qui est contradictoire avec phénomène dénué de la capacité d'opérer une fonction. On a chose qui est contradictoire avec phénomène qui est une non-chose, comme on l'a vu, et aussi donc impermanent, contradictoire avec permanent. Les deux sont mutuellement contradictoires. Vérité ultime et vérité conventionnelle séparées, et phénomène spécifiquement caractérisé et phénomène généralement caractérisé. Là, c'est un point de vue extrêmement important du point de vue de la tradition Gelugpa. C'est que si ça change d'instant en instant, c'est nécessairement une vérité ultime et c'est nécessairement un phénomène spécifiquement caractérisé. Donc on va voir ce que ça veut dire, Swalakshana et Samanya Lakshana. Donc une vérité ultime, comme on l'a vu, c'est la brique constitutive de l'univers, c'est du solide, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé ou un Swalakshana. Donc qu'est-ce qu'on entend par Swalakshana? C'est pas du burgonde, c'est du sanskrit. Donc on entend beaucoup de choses par rapport à ça. Et donc il y a des détails admirables dans plusieurs livres, tels que l'excellent Recognizing Reality, ou encore dans d'autres textes extrêmement utiles, Knowledge and Liberation, Knowing, Naming and Negation, vraiment excellent. Apparence et réalité, qui hélas n'est plus publié, mais on le retrouve en anglais, Appearance and Reality de Guy Newland, et le génial livre de Geshe Dreyfus, Les deux vérités selon les quatre écoles. Vraiment exceptionnel, très utile, très clair. Vous pouvez le retrouver directement aux éditions Mahayana, puisque sur d'autres sites internet, il est vendu à prix d'or. Et puis bien sûr, Debate in Tibetan Buddhism, duquel on extrait ici la plupart des définitions données par Yongzin Purbuchok. Donc il donne la définition d'un phénomène spécifiquement caractérisé, un phénomène établi par ses propres caractéristiques, sans être simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle. Donc bien sûr, il y a d'autres définitions, vous en retrouvez dans Recognizing Reality, par exemple la définition donnée par Kedubje, ou dans Knowing, Naming and Negation, une définition donnée par Shankar Pedodje. Donc d'autres définitions qui sont très utiles aussi, que vous pouvez comparer. Donc celle-là, elle est assez intéressante par rapport à un phénomène établi par ses propres caractéristiques. Un phénomène qui existe par ses propres caractéristiques de manière purement objective. Il existe là de son propre côté. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, un phénomène qui existe de son propre côté? Ça veut dire que le sujet n'a pas grand-chose à voir par rapport à son objet. Le sujet a une certaine utilité dans le sens le sujet prouve l'existence de l'objet. C'est ce qu'on avait vu quand on avait étudié le début des bases établies. On avait vu que si ça existe, ça doit pouvoir être établi par une cognition valide, ça doit pouvoir être observé par une cognition valide. Donc si ça existe, ça doit pouvoir être certifié d'un certain point de vue par un sujet. Malgré tout, l'objet conserve son identité propre, possède ses propres caractéristiques. Et pour ces écoles philosophiques, Vaibhashika, Sautrantika, etc., tout ce qui existe, et même pour toutes les autres écoles mahayanistes autres que le Prasangika, l'école conséquentialiste, l'école la plus avancée du bouddhisme, tout ce qui existe existe par ses propres caractéristiques. Et donc ici, on va voir que Swalakshana, le phénomène spécifiquement caractérisé, c'est la cible des conséquentialistes, c'est la cible de l'école la plus avancée, le Prasangika Madhyamaka. Et donc si on comprend ce qu'entend le Sautrantika qui suit le raisonnement par rapport aux vérités ultimes, on comprendra d'autant mieux ce que réfute la vacuité du point de vue de la philosophie la plus aboutie. Donc c'est là où ça a beaucoup d'intérêt d'apprendre ces écoles philosophiques plus basiques. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on entend par phénomène établi par ses propres caractéristiques? On a vu qu'il existe par de son propre côté, de manière purement objective, sans être simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle. Donc là aussi, il faut interpréter ce que ça veut dire. Et donc, ça veut dire que l'objet en question, le phénomène en question, a sa propre localisation spatio-temporelle. Et donc, rien d'autre ne peut remplacer ce phénomène-là du point de vue spatio-temporel et du point de vue de sa nature.
Ça veut dire qu'une pierre de telle ou telle matière ne sera jamais une pierre d'une autre matière. Donc ce phénomène spécifiquement caractérisé, il est spécifique selon ces 3 points par sa localisation. Il ne partage pas sa localisation spatiale, il ne partage pas sa durée, il ne partage pas sa nature. Ça veut dire que par exemple cette pièce de puzzle, elle est à son endroit propre. Aucune autre pièce ne peut aller là où elle est, elle, puisqu'elle a son dessin, elle a sa forme, etc., qui font que c'est la seule à pouvoir aller à cet endroit-là. Et elle a sa propre durée, ça veut dire que votre chien peut manger le reste des pièces du puzzle et celle-ci reste intacte, ou inversement. Et par sa nature, cette pièce de puzzle ne peut pas aller sur un autre puzzle, etc. Donc ça veut dire qu'un phénomène spécifiquement caractérisé est discret de cette manière-là. Il possède sa propre localisation. Il ne partage pas sa durée. Il ne partage pas sa nature. Donc c'est pourquoi on dit yu majeba, du majeba, nuo majeba en tibétain. Il ne partage pas sa localisation. Il ne partage pas sa durée. Et il ne partage pas sa nature. Et donc ça peut renvoyer à des briques, par exemple, des simples briques. Ça peut renvoyer à une fleur, une mangue. Ça peut renvoyer à un objet beaucoup plus vaste, tel que la planète Terre, par exemple. La planète Terre, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé. Donc bien sûr, entre la planète Terre et un caillou, il y a une, il y a une immense différence. La planète Terre est beaucoup plus générale. C'est un objet général, beaucoup plus vaste, beaucoup plus étendu qu'un simple caillou, aucune particule insécable. Malgré tout, comme elle est impermanente, elle est un phénomène spécifiquement caractérisé. C'est une vérité ultime. Donc maintenant, on avait vu dans une autre vidéo que les impermanents sont divisés en 3 grandes catégories: forme, conscience et facteurs composés non associés. Donc pour les formes, c'est facile d'avoir une localisation spatiale, mais pour les consciences, c'est pas si évident. Une conscience est une vérité ultime, est un phénomène spécifiquement caractérisé. Et donc ça veut dire qu'une conscience aurait une localisation spatiale, mais la définition d'une conscience, c'est ce qui est clair et cognitif. Ce n'est pas matériel, c'est immatériel. Comment est-ce que ça pourrait avoir une localisation spatiale? Donc on pourrait se dire, à ce moment-là, la conscience se trouve là où se trouve la personne. Là où se trouve le corps de la personne, se trouve la conscience de la personne. Pourquoi pas? Mais du point de vue de ces écoles-là, il y a la sphère du sans-forme qui fait partie du samsara, et dans cette sphère du sans-forme, il n'y a pas, comme son nom l'indique, de forme. Donc si les individus qui y renaissent n'ont pas de forme, où se trouve leur conscience? Donc c'est une question qu'il est intéressant de se poser. On a des généralités, par exemple la généralité chose, c'est un composé non associé. C'est un phénomène produit qui n'est ni de la forme, ni de la conscience. Donc où se trouve la généralité chose? Où est sa localisation spatiale? Si c'est un phénomène impermanent, c'est une vérité ultime, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé. Donc ça devrait ne pas partager sa localisation spatiale avec quoi que ce soit d'autre. Donc c'est une question aussi intéressante. Mais il est aussi important de garder à l'esprit qu'une généralité n'est pas équivalente à un phénomène généralement caractérisé. Donc ça, c'est un point important. On a une tasse, par exemple, cette tasse, c'est une instance d'existant, de choses produites, une instance de tasse, mais c'est aussi une généralité. Elle a ses propres instances. La tasse d'hier, cette tasse d'aujourd'hui, cette tasse de ce matin, etc., etc., sont des instances de cette tasse. Donc c'est aussi une généralité, mais c'est une généralité impermanente. Et donc c'est nécessairement un phénomène spécifiquement caractérisé. Ce n'est pas un phénomène généralement caractérisé. Donc il y a une grande différence entre généralité d'un côté et phénomène généralement caractérisé. Ce n'est pas équivalent. Très bien. Donc ici, on a ces 2 tiroirs très importants. À gauche, en lice, on a un impermanent, vérité ultime, phénomène spécifiquement caractérisé, ou soit lakshana. Et à droite, on a permanent, vérité conventionnelle, phénomène généralement caractérisé, ou samanya lakshana. Donc ça, c'est une notion très importante. Il faut garder ça à l'esprit parce que ça nous aide à comprendre comment fonctionne notre esprit. Comment est-ce que notre esprit est en accord
avec la réalité ou pas? Comment est-ce que notre esprit a la capacité d'appréhender des objets, différents types d'objets, des objets impermanents et des objets permanents? Donc ce sera utile aussi pour la psychologie bouddhiste, pour l'autre playlist. Donc maintenant, si on s'intéresse à un phénomène généralement caractérisé, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La définition, c'est phénomène qui est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle et qui n'est pas spécifiquement caractérisé. Donc tout à l'heure, on avait vu qu'un phénomène spécifiquement caractérisé, c'est un phénomène qui existe par ses propres caractéristiques. Mais là, on ne dit pas qu'il soit dénué de ce mode d'être par ses propres caractéristiques. Pourquoi? Parce que du point de vue de ces écoles-là, tout ce qui existe par ses propres caractéristiques. Donc pour les phénomènes permanents, on ne peut pas réfuter qu'ils existent par leurs propres caractéristiques parce que tout existe par ses propres caractéristiques. Donc on peut simplement nier qu'ils puissent être spécifiquement caractérisés. Donc c'est pourquoi ici Yongzin Pulbuchok dit Dato Kitapat Sami Ransendo Majupechu. Donc il dit que c'est un phénomène qui n'est pas spécifiquement caractérisé, qui n'est pas établi comme étant spécifiquement caractérisé. Tiens, d'ailleurs, il faudrait rajouter établi. Mais Pulbuchok ne nie pas que ce phénomène permanent, ce phénomène généralement caractérisé, existe par ses propres caractéristiques. Il ne le nie pas. Parce que tout ce qui existe doit exister par ses propres caractéristiques pour ces écoles-là. Donc, qu'est-ce qu'on entend par phénomène qui est simplement imputé par un terme, une conscience conceptuelle et qui n'est pas établi de manière spécifiquement caractérisée ou comme étant spécifiquement caractérisé? On va essayer de répondre non pas en burgonde, mais en français. Donc, général, ça veut dire qu'il n'est pas spécifique, tout simplement. On va réfuter les trois notions que nous avions vues précédemment. Les phénomènes spécifiquement caractérisés ne partageaient pas leur localisation spatiale, leur durée, leur nature. Pour les phénomènes généralement caractérisés, eh bien, ils peuvent les partager. Par exemple, l'espace incomposé. L'espace incomposé est un phénomène permanent. Donc, on ne parle pas de l'espace d'Einstein qui peut être tordu, etc. On parle de cette simple absence de contact obstructif qui est un phénomène généralement caractérisé, un phénomène permanent, etc. Et donc, il est général par rapport à tout ça, par rapport à sa nature, par rapport à sa durée ou sa localisation spatiale. Il est partout, en fait. Pour le non-soi, c'est pareil. Pour le non-soi. Donc, bien sûr, si on parle d'un non-soi en particulier, cette tasse est un non-soi. Cette tasse est un non-soi. Et donc, ce non-soi a une localisation spatiale, a une durée d'un certain point de vue, a une nature spécifique, etc. Donc, quand on parle d'un non-soi en particulier, on ne parle pas de non-soi, du non-soi général. Donc, c'est très différent. Mais ça pourrait prêter à débat, bien sûr. Et donc, toute négation non affirmative est aussi un phénomène permanent. On les verra par la suite dans la philosophie bouddhiste. Et donc, en général, tout objet apparent d'une conscience conceptuelle. Mais un objet apparent d'une conscience conceptuelle, ce n'est pas qu'un concept. L'espace incomposé n'est pas seulement un concept. Le non-soi n'est pas seulement un concept. Sinon, si on cessait de penser au non-soi, si on cessait de penser à l'espace incomposé, il cesserait d'exister. Donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les phénomènes permanents ne sont pas tous des concepts. Les concepts sont des phénomènes permanents, mais tout ce qui est permanent n'est pas nécessairement un concept. Mais tout ce qui est permanent est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, qu'il s'agisse des concepts ou pas. Donc un concept ici. Un concept, le concept de fleur par exemple. Le concept de fleur, c'est une généralité, c'est un phénomène généralement caractérisé. Et donc pourquoi est-ce que c'est général? C'est parce que quand on pense à fleur, on a quelque chose de très général. On ne spécifie pas quel type de fleur, etc. Et même si on spécifiait quel type de fleur, si on pensait à pétunia par exemple, on ne spécifie pas quelle pétunia. Dans ce pot-là, dans ce jardin-là, etc. On a quelque chose de très général. Donc c'est pourquoi c'est un phénomène généralement caractérisé. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais
Là, c'est juste une présentation assez brève. Donc, un concept, on l'appelle aussi une généralité de sens, artha samanya en sanskrit. Une généralité de sens est nécessairement un phénomène généralement caractérisé. C'est temporairement permanent. Il y a un aspect impermanent dans le concept, c'est le fait que ce soit un événement mental, il est produit par certaines conditions, etc. Il dure un certain temps, puis il se résorbe, etc. Mais le contenu même du concept, c'est un phénomène temporairement permanent. On verra par la suite que c'est une exclusion, que c'est une négation affirmative. Et donc, cette généralité de sens, en tant que phénomène généralement caractérisé, doit être permanente, selon bien sûr l'épistémologie et l'ontologie décrite par Acharya Dharmakirti. C'est une forme de parcimonie ontologique. C'est-à-dire que si c'est permanent, c'est une forme de zone grise entre les non-existants et les impermanents. Ces phénomènes permanents existent, mais existent de manière inférieure, ne sont pas aussi existants, aussi substantiels, aussi concrets que les phénomènes impermanents, et donc ils ont un statut ontologique moindre. Donc c'est ça qu'on peut appeler la parcimonie ontologique de Acharya Dharmakirti, c'est quand il débat avec des tenants de certaines philosophies hindoues, en fait, qui, dans ces philosophies-là, il y a un surplus en fait, de phénomènes. En fait, tout ce qui est conceptuellement distingué doit exister de manière concrète, solide, etc. Et pour les philosophies bouddhistes, c'est réfuté, en fait. Donc, ça veut dire que les phénomènes permanents n'ont pas de statut aussi concret, aussi solide que les vraies briques constitutives de l'univers que sont les phénomènes spécifiquement caractérisés. Voilà, donc en fait, les phénomènes généralement caractérisés, les vérités conventionnelles, etc., ont leur utilité pour essayer d'avoir une forme de construction de la réalité. Ils sont très utiles aussi dans le sens où si on a juste des cailloux épars par-ci par-là, on a en effet des vérités ultimes, c'est très bien, sauf que ça ne donne pas un mur construit. Donc on a besoin de cette association des vérités ultimes et des vérités conventionnelles, ou des phénomènes spécifiquement caractérisés et des phénomènes généralement caractérisés, pour avoir un contenu informatif par rapport à la réalité, comment est-ce qu'elle se construit de manière non chaotique. Donc ça dépasse largement le tuto qu'on est en train de faire maintenant, mais c'était juste pour que vous voyez à peu près comment on décrit la réalité du point de vue des Sautrantika qui suit le raisonnement, et on essaiera par la suite de comprendre un peu mieux cette division terminologique des généralités. Donc on va essayer de poursuivre cet épisode par rapport à ça. Donc on a les généralités de classe ou de catégorie, les généralités de sens et les généralités de collection. On va voir, on comprendra mieux de quoi il s'agit quand on parle des généralités de sens, qui sont une division terminologique des généralités. Et ça nous aidera aussi à comprendre la psychologie bouddhiste quand on parlera des cognitions inférentielles, conscience conceptuelle, quand on approfondira ces différents types de cognitions. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.